Alors bonjour, moi je suis Odile et je travaille au musée Narbovia. Et bonjour, je suis Olivia, je suis professeure d'histoire-géographie missionnée au musée Narbovia. Voilà, donc on va vous parler aujourd'hui de ce musée qui va bientôt ouvrir à Narbonne. Mais en fait, le Narbovia, ce n'est pas que ce musée qui va ouvrir bientôt à Narbonne, c'est 3 sites. Donc il y a le futur musée qui va raconter l'histoire de Narbonne, l'histoire romaine de Narbonne. Ce futur musée, on va en parler là tout au long de cette heure ensemble. Il va regrouper des collections, c'est-à-dire des œuvres. On va pouvoir aussi accueillir des expositions temporaires, donc il n'y aura pas seulement que la collection permanente, mais on va pouvoir aussi avoir d'autres expositions tout au long de l'année. On va avoir un auditorium où on va pouvoir faire des spectacles, des projections, etc. Il y aura un restaurant dans le musée, il y aura une boutique, il y aura des ateliers pédagogiques aussi où vous pourrez venir manipuler des choses, faire des lampes à huile, faire plein d'ateliers. Donc c'est un musée qui sera vraiment un lieu de vie. Donc celui-là, il arrivera normalement dans pas très longtemps, on verra en fonction du contexte. L'Auréum, je ne sais pas si vous connaissez l'Auréum, c'est un site archéologique qui se situe au centre de Narbonne. Donc là, on peut passer la diapo suivante. Voilà, on se rôde. Donc l'Auréum, c'est un site qui se situe au centre de Narbonne et qui présente des galeries souterraines. Donc ces galeries souterraines, en fait, ce sont les fondations d'un ancien marché romain. Donc c'est au cœur de la ville et il faut imaginer qu'au-dessus de ces galeries, il y avait un bâtiment qui était a priori un marché. Et puis c'est un troisième site aussi qui n'est pas à Narbonne, qui est à une quinzaine de kilomètres au nord de Narbonne, et c'est le site d'Amphoralis, qui est à Salelles-d'Aude. Amphoralis, c'est un musée qui surplombe les vestiges, donc les restes en fait, d'un atelier de potiers gallo-romains. Donc ces potiers gallo-romains, ils fabriquaient notamment des amphores, des matériaux de construction et de la vaisselle du quotidien. Et ce qu'on a fait à Amphoralis, c'est qu'on a reconstitué en fait leur maison, leur four, leur environnement. Donc là, vous voyez une reconstitution d'une maison. Et c'est intéressant parce qu'un peu plus tard, on va parler des maisons dont on va parler dans le musée Narbovia, qui sont des maisons plutôt de ville, alors qu'ici, on est dans une maison de campagne, on va dire, une maison où vous pouvez habiter plusieurs familles de potiers. Mais ça, il faudra le voir en découvrant Amphoralis pour de vrai dans pas très longtemps. Alors tout à l'heure, Odile, tu nous parlais du musée Narbovia. Il y a Sullivan en 6e 4 qui nous demande comment et pourquoi on a donné ce nom au musée Narbovia et pourquoi il a changé de nom en cours de route. Alors, c'est vrai que on va se concentrer maintenant sur le musée qui va bientôt ouvrir ses portes à Narbonne. Alors, pourquoi il s'appelle Narbovia? C'est une très très bonne question. Narbovia, ça vient d'abord de Narbo Martius. Narbo Martius, c'est le nom romain de la ville de Narbonne. Donc, vous reconnaissez le mot Narbo. Et via, pourquoi via? Parce que Narbo Martius, il faut savoir que c'est à la croisée des chemins. Donc là, vous voyez deux routes, en fait, deux routes qui se croisent, la voie domitienne et la voie d'Aquitaine, donc via Domitia et via Aquitania. Et Narbo Martius est au croisement de ces deux voies, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Narbo Via. Et il a changé de nom en cours de route parce que ça nous a semblé plus pertinent, effectivement, de donner ce nom en référence à l'histoire romaine de la ville. Alors je suis sûre que vous demandez tous à quoi va ressembler ce musée. Alors justement, Odile, est-ce que tu peux nous dire quelle va être l'architecture de ce musée? À quoi est-ce qu'il va ressembler? Oui, alors ce musée, il est imaginé par des architectes qui ont imaginé un musée au plan assez simple, qui est traversé par un mur. Alors là, je crois qu'il est un peu déformé, le mur, mais bon, vous imaginez le mur qui est plein de blocs en fait de pierre, on va en reparler. Et ce monument musée, il rappelle en fait les grands monuments de la ville antique. Alors justement, on a Lina du CM2B de l'école Anatole France qui demande d'où vient justement l'idée de construire ce mur avec ces blocs de pierre au milieu de ce musée. C'est une très bonne question. En fait, ce mur, il rappelle non seulement donc les grands monuments de la ville, mais il rappelle qu'en fait, Narbo Martius, la ville antique, est une capitale en pièces détachées. Donc, on essaye en fait de reconstituer le puzzle, puisque on a de Narbonne, la ville romaine, que des petits morceaux qu'on va essayer de mettre ensemble pour comprendre l'histoire de la ville. Et ces blocs, il faut savoir qu'ils ont une longue histoire. En fait, ils étaient dans des monuments romains, donc beaucoup des monuments funéraires, donc liés autour de la mort. Et ils ont été démantelés, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont été récupérés des monuments à la fin du IIIe siècle
quand les Romains ont vu venir vers eux des invasions, donc des invasions qu'on appelle barbares, les peuples qui ne parlent ni le latin ni le grec, et ils ont démantelé leurs monuments pour construire des remparts autour de la ville, pour se protéger. Et puis ces remparts ont été à nouveau démantelés, donc à nouveau détruits au XVIe siècle, quand on a construit un nouveau rempart. Donc on a utilisé les remparts du IIIe siècle pour construire les remparts du XVIe siècle. Et puis ces remparts du XVIe siècle, à nouveau, ils ont été détruits au XIXe siècle. Donc ces blocs, ils ont non seulement été dans des monuments romains, mais ils ont été aussi dans des remparts au IIIe siècle, dans des remparts au XVIe siècle, puis ils ont été détruits au XIXe siècle. Et à ce moment-là, il y a la commission archéologique de Narbonne qui a quand même trouvé dommage que ces blocs soient complètement détruits et qui a récupéré un certain nombre de blocs, alors pas tout, mais ils ont récupéré un certain nombre de blocs qu'ils ont stockés dans une église qui n'était plus une église consacrée au culte. Donc c'était l'église Lamourguet, vous l'avez peut-être connue, hein, c'était le musée lapidaire qui est à côté des Halles. Et ces blocs ont été pendant quelques années exposés, pendant beaucoup d'années même exposés dans ce musée lapidaire. Donc c'est en fait toute l'histoire de ces blocs qui va être représentée ici au travers de ce mur qui présente à la fois la monumentalité de la ville, l'histoire de ces blocs qui étaient dans des monuments romains, mais aussi les remparts qui rappellent les remparts de la ville dans lesquels ils ont été utilisés. Alors pour continuer sur l'architecture du musée, on a Amine en CM2B de l'école Anatole France qui nous demande pourquoi les architectes du musée ont imaginé un bâtiment au plan simple. Alors on dit au plan simple, effectivement là on peut passer, donc là on voit qu'on a un bâtiment qui est de plein pied, d'accord, qui est vraiment comme un bloc. On peut passer à la diapo suivante et on voit effectivement des coupes du bâtiment. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce bâtiment s'inspire de l'architecture romaine et notamment de la maison romaine. Donc il est divisé en deux parties grâce au mur justement lapidaire. Donc d'un côté de ce mur lapidaire, il y aura toute la partie que vous pourrez visiter, donc le musée. Et de l'autre côté du mur lapidaire, il y a la partie professionnelle, ou que vous pourrez aussi visiter de temps en temps, mais accompagné, où on va pouvoir accueillir les chercheurs, où nous, et l'équipe du musée, on va pouvoir travailler, etc., etc. Et donc ce musée s'inspire vraiment de principes architecturaux romains, et notamment de la maison romaine. Et là, je vous montre un plan d'une maison du Clos de la Lombarde, donc d'une maison de Narbonne. Il y a un site archéologique qui s'appelle le Clos de la Lombarde, où on a retrouvé des maisons romaines. Et sur ce plan, on voit qu'au centre de la maison, dans la partie publique du bâtiment, donc là c'est pareil, nous on a notre partie publique, partie privée, donc dans les maisons romaines, il y a une partie publique, une partie privée, et la partie publique de la maison s'organise autour d'une cour, donc c'est ce qui est entouré avec le rond bleu, et cette cour on l'appelle un atrium. Et ça tombe bien, au musée, et bien les architectes ont fait la même chose. Donc le rond bleu, alors vous ne voyez pas très bien hein, sur le plan en haut à gauche, le rond bleu représente aussi l'emplacement de l'atrium, donc ça va être une pièce au centre des collections, au centre du musée, qui va permettre de circuler en fait dans tout le musée. Donc vous allez pouvoir vous reposer dans l'atrium, il y aura des bancs, et là vous avez en dessous une petite photo de effectivement l'atrium avec son ouverture zénitale. Alors une ouverture zénitale, c'est simplement une ouverture au plafond. Donc ça va pas être une cour extérieure qui est à ciel ouvert, mais ça reprend en fait ce principe d'architecture. Alors on voit que les Romains nous ont bien inspirés et justement on a Néline en CM2A de l'école Anatole France qui nous demande si on a repris beaucoup d'idées qui existaient au temps des Romains. Et oui, les Romains nous ont transmis beaucoup de choses. Et notamment, effectivement, dans la construction, ça a complètement bouleversé l'architecture. Et encore aujourd'hui, on peut effectivement utiliser des engins. La grue, par exemple, Tanguy et Véronique nous l'ont présenté tout à l'heure, s'inspire d'une invention romaine. On a également le béton qui nous est arrivé des Romains, le système de voûte également. Alors, il faut savoir que dans le musée, alors là, on peut peut-être faire un petit retour en arrière pour voir le bâtiment. Voilà. Il faut savoir que les murs du bâtiment ont été inspirés d'une technique, alors pour le coup, qui n'est pas romaine, mais un petit peu antérieure, d'une technique qui s'appelle le pisé, donc de construction en fait par couches. Le pisé, c'est des couches de terre qu'on superpose les unes sur les autres. Et là, les architectes du musée ont repris un processus qui vient du Canada, qui s'appelle le Sire Wall. Et le Sire Wall, ça s'inspire du pisé. En fait, c'est tout simplement des couches de béton qu'on va positionner les unes sur les autres. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand on passe à côté du bâtiment,
on voit bien effectivement que les murs, c'est des couches qui se superposent les unes sur les autres, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment une technique nouvelle en France et qui rappelle la stratigraphie. Tout à l'heure, Véronique et Tanguy nous ont parlé de stratigraphie, donc c'est les couches qu'on retrouve quand on fouille un site archéologique. Et puis les Romains nous ont aussi transmis d'autres idées et d'autres innovations, notamment le fonctionnement politique, nos institutions, les égouts aussi, c'est tout bête, mais les égouts, c'est quand même bien utile, le système d'assainissement, etc. Alors justement, dans ce qu'ils ont pu nous léguer, il y a Wassil, un CM2A de l'école Anatole France, qui se demandait, mais qu'est-ce que c'est qu'une administration romaine ? Et oui, encore une invention des Romains. L'administration, c'est la manière dont le territoire et la vie des citoyens est organisée. Donc encore aujourd'hui, on a des administrations qui organisent en fait notre vie et puis nos territoires. Donc l'administration romaine, elle s'organise autour de provinces. Donc nous, on est dans une province qui s'appelle la Narbonnaise, mais il faut savoir que la Gaule est divisée en 4 provinces. On a la Narbonnaise, la Lyonnaise, l'Aquitaine et la Belgique. Et puis Narbo-Marsus est dirigé par un gouverneur et une administration. Il y a des citoyens aussi qui sont désignés magistrats avec différentes fonctions, donc qui vont pouvoir s'occuper de l'entretien des voies et des bâtiments, de la préparation des jeux. On a parlé de l'amphithéâtre tout à l'heure, donc il y a aussi des gens qui s'occupent de quand on fait ces jeux et de les organiser, des marchés, de gérer les finances par exemple, de rendre la justice, etc. Donc tout ça, c'est très très bien organisé à l'époque romaine. Alors ensuite, il y a une question qui revient beaucoup chez les élèves et qui les interroge beaucoup, c'est la construction de ce musée, ce qui montre qu'il est très attendu. On a par exemple Chloé en 6e 3 qui nous demande mais combien de temps a pris la construction du musée ? On a encore Sarah en CM2B de l'école Anatole France qui nous dit en combien de temps le musée a-t-il été construit ? Et enfin, on a Ethan en CM2B de l'école Anatole France qui demande combien de temps a-t-il fallu pour faire le plan du musée ? Et oui, c'est une question qu'on se pose effectivement, qui est judicieuse. On va passer aux diapos suivantes, pour voir d'où on est parti. Parce qu'effectivement, ça fait longtemps que vous en entendez parler de ce musée. L'idée du musée, en fait, elle est née en 2010. C'est la région Occitanie qui a lancé cette idée-là. Et les architectes du musée ont été choisis en 2012. En fait, il faut savoir qu'il y a eu un concours d'architectes. On a lancé l'idée de ce musée et puis les architectes ont fait des propositions. Et la région a choisi l'une de ces propositions. Donc l'architecte du musée, c'est un architecte anglais qui s'appelle Foster. Et il s'est associé à un architecte français qui vient de Nîmes, qui s'appelle Jean Capia. Et ces architectes ont dû travailler pendant assez longtemps avec un scénographe qui est Adrien Gardère. Un scénographe, c'est lui qui va conceptualiser tout ce qu'il y a dans le musée, comment on va installer les œuvres, comment on va les présenter au public. Donc, ils ont dû réfléchir pendant assez longtemps pour proposer, en fait, ils ont fait effectivement un concours, donc ils avaient proposé une première idée, mais pour proposer un bâtiment qui fonctionne vraiment, qui intègre toutes les contraintes du musée, et puis ce qu'on avait envie de faire de ce musée, c'est-à-dire non seulement un lieu d'accueil pour vous, pour tous les Narbonnais, pour tous les publics, mais aussi un lieu d'accueil pour les chercheurs, comme par exemple les archéologues qui vous ont présenté leur travail juste avant nous. Donc la pose de la première pierre de ce musée a eu lieu en novembre 2015. Donc on a fait la première pierre, mais ce n'était pas fini puisqu'il a fallu 2 ans pour construire le musée entre 2016 et 2018. Donc là, vous voyez quelques images de la construction. Donc vous voyez les murs firewall justement qui s'élèvent. Là, on est à l'intérieur du musée. Et une fois que le bâtiment a été construit, il a fallu déménager toutes les collections. Puisque les collections du musée, elles viennent à la fois du musée archéologique de la ville, donc du Palais des Archevêques, elles viennent de l'église Lamourguier, qu'on a évoqué tout à l'heure, donc là où étaient entreposés en fait tous les blocs qui sont arrivés dans le fameux mur lapidaire. Donc là, vous voyez une photo de l'église Lamourguier qui est en train justement d'être vidée de ces blocs. Et puis des ports aussi, puisqu'il y a eu pas mal de fouilles au niveau des ports antiques de la ville. Et donc ces découvertes ont permis d'alimenter aussi le musée. Donc toutes ces pièces-là, il a fallu les déménager, mais pas seulement. Il a fallu aussi les restaurer, puisqu'il y en a certaines qui demandaient à être un petit peu nettoyées, on va dire, pour être présentées au public. C'est ce qu'on appelle la restauration.
Alors justement, sur l'arrivée de ces objets au musée, on a John Levy en 6e 3 ou Hugo en CM2 à Ouveillan qui nous demande comment ont été transportés les objets au musée et comment avez-vous transporté les pierres jusqu'au musée? Oui, parce que des petits objets, c'est facile à transporter. Je veux dire, il y a certains objets comme des lampes à huile, comme des monnaies, comme des petits objets de la vie quotidienne qui sont faciles à transporter, donc qui étaient au musée archéologique qu'on a mis dans des petites caisses. Et puis, il y a d'autres objets comme les pierres, et c'est un musée où il y a beaucoup de pierres qui sont lourdes. C'est les pierres des monuments de Narbonne, en fait. C'est les pièces détachées des monuments de Narbonne qu'on transporte jusqu'au musée, qui ont effectivement été assez compliquées à déplacer. Donc là, il faut savoir que ce chantier a fait appel à plein d'entreprises extérieures à la région. Et ces entreprises, elles sont spécialisées dans le déménagement des œuvres. Donc là, vous voyez des images de la pose d'un linteau, donc d'un bloc d'une église qui est posé en hauteur, et vous voyez qu'il y a des engins de levage assez costauds pour pouvoir justement positionner ces pierres. Donc il faut imaginer que les blocs de l'église Lamourguet, ils ont été d'abord entreposés sur palettes et puis déménagés par groupe en camion. Voilà, tout simplement. Alors, on va vous montrer un exemple d'un déménagement assez récent. C'est le dernier déménagement qui a eu lieu. C'est le déménagement de la mosaïque de Lycurgue. Alors ça, c'est une mosaïque qui va être dans le musée et qui était au Palais des Archevêques jusqu'à présent. Et pour déménager cette mosaïque, alors d'abord, on a dû la découper. Alors ça paraît un petit peu étonnant de découper une mosaïque, mais on n'a pas le choix en fait. Pour l'enlever de son sol d'origine, on est obligé de la découper en un certain nombre de morceaux. Et puis après, évidemment, on recolle les morceaux. Donc c'est comme un puzzle. Cette mosaïque, elle a été découpée et vous voyez qu'elle a été mise en caisse, donc dans des caisses spécifiques qui sont vraiment à la taille des morceaux qu'on avait fait de la mosaïque. Et cette caisse a dû passer par les fenêtres du Palais des Archevêques parce qu'elle ne passait pas. En fait, on ne pouvait pas la déménager autrement. Donc, vous voyez le chantier que c'est avec une énorme grue. Et là, c'est un chantier qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. On va pouvoir passer une petite vidéo très très courte pour voir le déroulement de cette opération. Si la vidéo marche, sinon c'est pas grave. C'est pas grave, écoute, c'est pas grave. On regardera après, si on a le temps, on regardera la vidéo. Voilà, en tout cas, il faut savoir qu'on va revenir en arrière, du coup. Il faut savoir que ces déménagements, c'est toute une logistique avec des entreprises spécialisées et des engins vraiment tout à fait adaptés. Alors, on passe à la suite. C'est pas grave pour la vidéo, on la regardera tout à l'heure. C'est bon. Si, c'est bon. Alors justement, au Narbovia, qu'est-ce qu'on va y raconter et qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir? Donc on a Morgane de 6e 2 qui nous dit à quoi sert le musée, ou encore Mélinda en 6e 6 qui nous dit pourquoi et dans quel but ce musée a-t-il été construit à Narbonne, ou enfin Maëlys en CM2 à Moussan qui nous dit pourquoi a-t-on décidé de créer ce nouveau musée? Oui, parce que ce musée, du coup, on l'a dit en parlant du mur lapidaire, il va présenter la ville de Narbonne et la ville de Narbonne romaine, pardon, et la ville de la Narbonne romaine, pardon, elle n'est plus visible aujourd'hui. Quand vous vous baladez dans la ville, vous n'avez pas de grands monuments romains qui sont restés entiers. Par exemple, le Capitole, qui est maintenant sous le collège, n'est plus du tout visible. Mais on a un petit bout quand même de Via Domitia qui est devant le Palais des Archevêques justement, et puis on a les galeries souterraines de l'Auréum qui sont visitables mais qui ne sont pas en élévation. On a aussi le site évidemment du Clos de la Lombarde, donc les maisons romaines qui sont sur ce site. On n'a que les fondations, on n'a pas non plus les élévations, donc on ne les voit pas en hauteur. Donc ce musée, il va rappeler en fait cette histoire puisqu'on n'a plus de monuments. On n'a plus d'histoire de ces monuments qui racontent cette histoire. On va créer un nouveau monument. Ce nouveau monument, c'est un musée. Et ce musée, il va rassembler justement toutes les collections de la ville de Narbonne. Il faut savoir que Narbo-Marsus était la ville la plus peuplée des Gaules. C'était un des ports les plus importants de Méditerranée. Donc c'était une capitale vraiment importante. Là, on a à nouveau la vue de Jean-Claude Golvin, qu'on présentait aussi Véronique et Tanguy, où on voit cette capitale romaine. On peut passer à la vue suivante. Voilà, et on voit
cette position stratégique où était Narbonne. Donc, vous avez la Méditerranée, donc vous reconnaissez le territoire, la France, là, donc on est en Gaule, et on est dans la province de Narbonnaise, qui est soulignée par les frontières orange. Donc on a cette capitale qui est non seulement, on l'a vu tout à l'heure, à la croisée des voies, via Domitia et via Aquitania, mais aussi ouvert sur la Méditerranée. Alors justement, on va beaucoup parler évidemment de Narbo-Martius et on a Moincha en CM2B à Anatole France qui nous dit mais pourquoi Narbo-Martius était-elle une ville si importante? Ou encore Elliot en CM2 à Auveillan qui nous dit est-ce que Narbonne était la ville la plus importante de toute l'Occitanie? Alors oui, c'était la ville la plus importante de toute l'Occitanie, mais il faut savoir qu'on n'appelait pas le territoire Occitanie, donc l'Occitanie en fait était inclue dans la province de Narbonnaise. Donc effectivement, au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste se rend lui-même à Narbonne et décide que Narbo-Martius va être la capitale de ce territoire de la Narbonnaise. Donc oui, on était effectivement une ville très très importante à l'époque romaine. Alors justement, tu expliques qu'on se rendait à Narbonne, enfin à Narbo-Martius, et on a Valentin, justement, en CM2 à Auveillan, qui nous dit « Mais est-ce que les routes anciennes étaient sécurisées ?» Oui, c'est pour ça que les Romains, justement, sont arrivés et ont pu développer le commerce. C'est parce qu'ils ont d'abord sécurisé les voies, les routes. Et là, on voit le tracé de la Via Domitia, dont on a déjà parlé, mais à côté, on voit une borne aussi qui s'appelle une borne milliaire, qui va être la première œuvre qui va vous accueillir au musée. C'est la borne milliaire de Aénobarbus et qui a été retrouvée à 20 000 du musée. Alors, qu'est-ce que c'est une borne milliaire? C'est un bloc de pierre qu'on retrouve au bord des chemins, au bord des routes, et qui va marquer la distance qui nous sépare de la ville dans laquelle on va. Donc là, on voit 20 sur cette borne, ça veut dire 20 000, à peu près 30 km. Ça veut dire qu'à l'endroit de cette borne, il nous reste 30 km pour arriver à Narbo-Martius. Et c'est cette œuvre qui va vous accueillir au musée et qui rappelle justement ces voies et le fondateur de ces voies qui est justement Aénobarbus. Cnaeus Domitius, Aénobarbus, d'où le nom de Via Domitia. Alors, on va trouver justement beaucoup d'objets dans ce musée, notamment cette borne milliaire. Et on a Margot de 6e 2 qui nous dit, mais justement, d'où viennent les objets exposés et est-ce que certains viennent de Rome? Alors, on l'a déjà dit, hein, les objets du musée vont venir des musées de la ville, des anciens musées de la ville, donc le musée du Palais des Archevêques, le musée Lamourguier, mais également des fouilles. Donc il y a les fouilles des ports, il y a aussi d'autres fouilles en cours dont on parlait Véronique et Tanguy, qui vont peut-être alimenter aussi le musée. Alors il n'y a pas vraiment d'œuvres qui viennent de Rome. On a par contre des œuvres qui viennent du Louvre, qui nous ont été prêtées par le Louvre. Donc c'est des œuvres qui concernent l'histoire de Narbonne, mais qu'on n'avait pas dans nos collections, donc que le Louvre nous a prêtées. Et par contre, c'est vrai que dans les œuvres qui ont été prêtées par le Louvre, il y a 2 portraits, donc deux images. Enfin là, vous voyez des images de ces portraits qui sont prêtés par le Louvre. Et l'un d'eux, qui est le portrait de Lucius Verus, proviendrait d'une villa impériale qui se trouverait à proximité de Rome. Mais on n'en est pas très sûr. Alors justement, les élèves se demandent vraiment qu'est-ce qu'on va trouver dans ce musée, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer. Alors on a Ben Mohamed de 6e 4 qui demande que trouve-t-on dans ce musée, ou encore Axel en CM2 à l'école Anatole France qui dit quelle sorte de vestiges peut-on voir au musée, ou enfin Sarah et Elisa en CM2 à Moussan qui disent mais quels différents types d'objets y aura-t-il dans le musée? Alors là, ce que je vous propose, c'est de venir au musée par cette petite présentation et on va faire le parcours en fait du visiteur. Alors on va faire le parcours en virtuel, hein, on le fera en vrai dans pas longtemps. Mais là, je vais vous présenter les différentes parties en fait du musée, comme si vous visitiez le musée. Donc là, vous arrivez et vous tombez sur le mur lapidaire. On en a déjà longuement parlé. On peut passer à la diapo suivante et voir que dans ce mur lapidaire, il y aura des dispositifs multimédia. Donc c'est des écrans en fait qui vont permettre de retrouver l'histoire de ces blocs. On a dit que ces blocs étaient dans des monuments romains. Donc là, vous voyez à gauche une petite fenêtre où vous avez un bloc qui est entouré d'écrans et qui représente dans quel monument romain il était auparavant intégré. Et puis à droite, on a aussi un bloc qui est entouré d'écrans et qui représente le bloc tel qu'il était exposé
au musée Lamourguet, donc à l'église Lamourguet, au musée lapidaire, qui était sa précédente muséographie. On a ensuite une première, donc on arrive dans les collections, on longe le mur lapidaire, on arrive dans les collections et on arrive dans une première section qui va nous parler de la fondation de Narbo-Marsus et de ce qu'il y avait avant les Romains. Donc avant les Romains, il y avait une ville en fait à l'emplacement, pas tout à fait à l'emplacement de Narbo-Marsus, mais un petit peu à côté. Et les Romains sont arrivés avec des gens qui déjà faisaient du commerce, qui s'appelaient les Élisiques, qui avaient fondé une capitale et qui étaient plutôt contents de voir arriver des Romains pour favoriser ce commerce justement. Alors, on va ensuite parler de la ville et de ses monuments. Donc, la ville romaine dont on a déjà pas mal parlé. Là, vous avez en avant-première une image justement des blocs du Capitole qui vont être exposés. Donc, le Capitole qui se trouve donc sous le collège. Très bien. Alors justement, les élèves se demandent, mais en quelle année ces bâtiments ont été construits? Et c'est une question de Ethan en CM2 à Auvillon. Alors, il y a différentes dates de construction pour ces monuments. Vous doutez bien que cette ville a une longue histoire. Le Capitole, par exemple, s'il est daté du 1er siècle, il a résisté en fait à un incendie qui a eu lieu en 145. Et cet incendie a détruit une grande partie de la ville. Il faut savoir que donc il y a beaucoup de bâtiments qui ont été reconstruits après 145 et on a une trace de ces reconstructions. On peut passer à la diapo suivante. Ah non, elle n'y est pas. Bon, très bien. Donc, on ne l'a pas. Alors, pardon. On a une inscription, en fait, sur un bloc de pierre. On a une inscription en latin qui nous parle de la reconstruction de ces bâtiments pour remercier Antonin Le Pieux qui a aidé à reconstruire ces bâtiments. Les habitants ont donc fait cette plaque avec cette inscription qui donc évoque les thermes, les édifices publics, peut-être un théâtre aussi. Alors, on a expliqué tout à l'heure que dans ce musée, on allait retrouver des objets qui avaient été retrouvés en dessous du collège. Et justement, Imad, en 6e 3, nous demande mais combien d'objets retrouvés en dessous de ce collège seront exposés au musée? Alors, en tout, il y aura une trentaine d'objets du Capitole qui seront exposés au musée. Ces objets, ils sont notamment issus des fouilles anciennes, donc des fouilles du 19e siècle qui a eu lieu au moment de la construction du musée. Il y aura pas tout de suite des objets qui ont été trouvés dans les fouilles récentes du collège parce qu'ils ont besoin d'être étudiés, ces objets. Mais par contre, les fouilles de ces dernières années nous apprennent de nouvelles choses, comme nous l'ont expliqué Tanguy et Véronique, et notamment ont permis de corriger certaines informations issues des fouilles anciennes. Par exemple, la présence de bâtiments dans la zone entre le temple et les portiques n'étaient pas vrais en fait, alors qu'au 19e siècle, on pensait qu'effectivement il y avait des bâtiments entre les deux. Donc il y a plein de choses qui permettent de revoir en fait, de revoir les données des anciennes fouilles, mais par contre les objets du musée vont être ceux des anciennes fouilles. Alors ensuite, après la section sur les bâtiments et les monuments de la ville, on passe à une autre étape. On va parler de la société romaine et on va en parler au travers des nécropoles. Alors les nécropoles, c'est les cimetières romains en fait, et dans ces cimetières romains, on trouve un certain nombre de blocs de pierre qui nous racontent l'histoire des habitants de la ville. En fait, quand on se fait inhumer ou enterrer à l'époque romaine, on écrit en général sur son monument ce qu'on faisait, son métier, les liens familiaux aussi qu'on avait. Donc on apprend plein de choses en fait sur les habitants de la ville. Et ces monuments vont nous permettre de redécouvrir cette histoire. Donc là, vous avez un certain nombre de monuments. Vous avez donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pierres dans ce musée. Il y a beaucoup d'inscriptions, mais il y a aussi des représentations. Là, on a une représentation justement d'un magistrat, donc d'un personnage important de la ville. Alors là, ici, c'est un exemple justement des métiers qui peuvent être représentés dans ce musée.
On a à gauche une stèle funéraire, donc une pierre qui nous raconte l'histoire de cet habitant de Narbonne qui était meunier boulanger. Donc là, au centre, on voit une meule qui est actionnée par un âne, par une mule plutôt. Et à côté, on a un chien aussi qui semble presque sortir du bloc. Et puis à droite, vous reconnaissez certainement le métier de la personne qui a été entourée ici, grâce à la représentation du couteau qu'on trouve sur le bloc en dessous des inscriptions, et c'était un cuisinier. Alors, ensuite, on passe à une nouvelle section. On va rentrer dans l'intimité des habitants de Narbo-Marsus et on va rentrer dans leur maison. Donc là, on est dans la domus. Alors, au cœur de ces domus, il y avait un endroit qu'on appelait l'atrium. Et on a Emma, de CM2B à l'école Anatole France, qui demande « Mais qu'avez-vous mis dans l'atrium pour récupérer l'eau ?» Et oui, c'est une bonne question, puisque justement, on a évoqué effectivement le plan du musée qui s'inspire du plan de la domus, de la maison romaine. Et au cœur de cet atrium, on avait donc un bassin qui permettait de récupérer l'eau de pluie. Alors vous imaginez bien qu'au cœur du musée, on n'a pas mis de bassin pour récupérer l'eau de pluie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une ouverture zénitale, on peut revenir à la diapo d'avant. On avait une ouverture zénitale, mais qui est bouchée, qui ne permet pas à la pluie de rentrer. Et à la place du bassin, donc à la place de l'impluvium, on y a mis une mosaïque. Donc là, je vous ai fait une photo de la mosaïque qui est en cours de restauration. Donc vous voyez les différents morceaux de puzzle de cette mosaïque qui va ensuite être installée donc, dans l'atrium du musée. Alors, toujours sur ces maisons romaines, on a Lucas en CM2A à l'école Anatole France qui dit « Mais pourquoi les maisons romaines étaient-elles si grandes ?» Alors les maisons romaines, donc là on en parle justement dans cette section du musée, elles sont grandes mais parce qu'elles montrent la puissance et la richesse de ceux qui y habitaient. Il faut savoir que tous les habitants de Narbonne n'habitaient pas dans ce type de maison. Donc là on reprend beaucoup les maisons du Clos de la Lombarde dont on a déjà parlé, qui sont des domus assez riches, assez opulentes, qui sont décorées du sol au plafond. Et là notamment on voit des peintres qui sont en train de peindre un plafond au musée pour reconstituer justement cette image d'une maison décorée vraiment du sol au plafond. Au sol, on a des mosaïques. Là, on a une projection de fresques aussi qui va nous permettre de revivre cette atmosphère-là. Mais il faut savoir que les habitants les plus modestes de la ville habitent dans des endroits un petit peu plus modestes, justement, qu'on appelle les insulae, qui sont des immeubles qui vont avoir des boutiques au rez-de-chaussée et des appartements à l'étage. Et puis, on a aussi les habitations plutôt à la campagne, comme par exemple la maison des potiers d'Amphoralis, qui permet d'abriter les gens de conditions plutôt modestes. À la campagne, on a aussi des maisons qui vont être assez opulentes, qui vont être dans les villas. Donc les villas romaines, ça va être des vastes domaines agricoles où on va pouvoir faire prospérer ses affaires. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de la mosaïque. Alors, on a Ethan en CM2 au Veillant qui dit « Mais est-ce que la pierre de mosaïque était utilisée pour construire des bâtiments romains ?» Alors, le même type de pierre peut être utilisé. Donc là, on voit une mosaïque qui est composée de petites pierres qu'on appelle des tesselles qui sont mises ensemble. Donc effectivement, le même type de pierre peut être utilisé pour construire des bâtiments, mais c'est pas du tout la même technique. Donc on a par exemple le marbre qui va être utilisé. Pour les mosaïques, on va aussi utiliser du calcaire, on va utiliser de la pâte de verre, de la terre cuite. Ça, par contre, ça va pas être utilisé dans les monuments. Donc oui et non. Il y a effectivement des matériaux qui peuvent servir dans les mosaïques, qui vont être utilisés aussi dans la construction avec des méthodes complètement différentes. Mais on a des petites tesselles de mosaïques qui vont être d'autres types de matériaux. Alors, on poursuit notre visite. Voilà, et on arrive après la maison romaine dans une section qui va nous parler du port de Narbonne et de son rôle commercial. Donc on va d'abord évoquer tous les produits qui vont arriver à Narbonne et qui vont partir de Narbonne, puisque c'est vraiment une place commerciale très importante. Donc on va avoir des amphores, on va avoir de la vaisselle, on va avoir un certain nombre de choses. Et on va parler du port, évidemment. Donc le port, il faut savoir qu'il y a des fouilles archéologiques qui sont menées depuis 10 ans maintenant, qui essayent de retrouver justement les vestiges de ces ports. Et on a une vision un petit peu plus
concrètes maintenant de comment fonctionnait le port de Narbonne, puisque vous voyez bien que Narbonne n'est pas au bord de la mer, donc il y avait tout un fonctionnement. Les bateaux arrivaient de Méditerranée, déchargeaient leurs marchandises dans la lagune, puisqu'en fait c'est plus un port lagunaire, donc dans les étangs qui sont entre la mer et Narbonne. Et puis ils rechargeaient leurs marchandises sur des bateaux à fond plat qui remontaient le cours de l'Aude, qui était sur le cours actuel de la Robine. Donc si vous voyez le canal de la Robine, il faut imaginer qu'à l'époque, c'était le fleuve Aude qui passait. Et donc ces bateaux arrivaient à Narbonne par le fleuve Aude. Et on revient avant. Voilà, et on va justement pouvoir voir ces différents types de bateaux, puisque vous imaginez bien que c'est des bateaux différents qui arrivent de Méditerranée, qui arrivent d'un long voyage, et les bateaux qui vont remonter le cours de l'Aude. Donc on va avoir des reconstitutions, des maquettes de bateaux et des projections qui vont nous permettre de nous immerger dans la vie de Narbo-Martius. Alors, je vous ai effectivement mis aussi la fameuse ancre que vous connaissez, j'imagine, puisqu'elle est reproduite sur un rond-point de Narbonne, donc qui témoigne effectivement de ces bateaux. En fait, c'était une ancre qui permettait aux bateaux de s'amarrer. Donc là, c'est des bateaux de fort tirant d'eau, donc des grands bateaux. Et on arrive à la dernière partie du musée, la toute dernière, qui est la fin de l'époque romaine, et on arrive sur la période paléochrétienne, donc au moment de l'arrivée des chrétiens, qui vont un petit peu bouleverser le culte qui était rendu à l'époque romaine, puisque à l'époque romaine, on est sur une religion polythéiste, donc on croit en plusieurs dieux, et à l'époque, les chrétiens vont amener en fait une autre forme de croyance, qui est donc le monothéisme, le fait de croire en un seul dieu. Alors, est-ce qu'il y a, parmi tous ces vestiges, c'est ce que nous demande Émilie en CM2B à l'école Anatole France, des vestiges qui concernent Jules César? Ah, Jules César. Alors non, il n'y a pas de vestiges directement liés à Jules César. Mais par contre, il faut savoir que Jules César a donné son nom à Narbonne, à la colonie de Narbonne. En fait, en 45 avant Jésus-Christ, la colonie adopte le nom de Colonia Julia Narbo-Martius. Donc Julia, on reconnaît Jules César. Donc César y envoie des vétérans, c'est-à-dire des militaires à la retraite, qui vont venir à Narbonne et qui vont en fait s'installer dans la ville et avoir des terres pour s'installer. Puis imaginez quand même que Narbonne, c'est une colonie romaine, c'est-à-dire que les Romains vont fonder la ville et ils vont arriver, donc il y a 2000 colons qui vont arriver d'Italie, qui vont arriver de Rome et qui vont s'installer à Narbonne pour développer la ville. Et là, en 45 avant Jésus-Christ, on a une deuxième arrivée de ces colons, donc envoyés par Jules César. Alors on voit qu'à travers toutes ces questions, les élèves ont très envie de découvrir notre musée Narbovia. Et justement, Odile, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on y fera? Quelles seront par exemple les visites et les ateliers qui seront proposés aux élèves? Bien sûr, alors vous allez bien sûr être invités à venir dans ce musée. Qu'est-ce qu'on y fera? Donc pour vous par exemple collégiens, il y aura pas mal de visites qui vous seront proposées, donc des visites enquêtes, des visites avec des guides, des ateliers pour comprendre comment les Romains habitaient ou comment la ville de Narbonne s'est construite. On aura aussi une possibilité, évidemment, et on l'aura peut-être même très rapidement à la fin du confinement, la possibilité d'explorer les galeries souterraines de l'Auréum, mais également le site d'Amphoralis. Et puis, on fera évidemment de nombreux ateliers de fabrication de lampes à huile, de frappe de monnaie, de découverte de l'archéologie, de la fouille, des découvertes des jeux romains aussi, la fabrication d'une mosaïque, de fresques, etc. Donc, vous allez pouvoir vous-même expérimenter en fait tout ce que vous allez voir au musée. Et puis, Et puis, on pourra aussi revenir avec sa famille ou ses amis. Donc, vous ne serez pas seulement amené à aller au musée dans un cadre scolaire. Là, on proposera des autres visites. Des visites guidées, toujours des visites contées autour de la mythologie, autour de l'histoire des habitants de Narbonne qu'on a évoqué au travers donc de ces blocs funéraires, de ces monuments funéraires. Des visites très courtes, on va proposer des visites de 20 minutes aussi de temps en temps pour découvrir une œuvre ou un groupe d'œuvres. Des rencontres aussi avec les professionnels du musée, donc on va pouvoir vous faire rentrer dans les coulisses du musée et puis vous parler un petit peu de tout ce qu'on y fait. Et évidemment des ateliers aussi pour pouvoir pratiquer ce que faisaient déjà les Romains. Alors justement, je soupçonne Nathanaël de CM2 à Moussan de vouloir y aller très vite avec sa famille et qui demande comment allez-vous faire mieux connaître ce musée aux habitants de Narbonne.
Alors, c'est une très bonne question. Les habitants de Narbonne attendent depuis longtemps ce musée. Et pour le moment, on n'a pas beaucoup communiqué parce qu'il n'est pas encore ouvert. Donc, dès qu'il sera ouvert, effectivement, là, on va pouvoir communiquer davantage. Il faut savoir que dès la fin du mois, on aura un site internet. Donc, déjà, ça permettra de donner un peu plus d'informations. Et puis, tout ce que je viens d'expliquer, là, le programme des activités, on va le communiquer au travers d'un programme, justement, qui sera diffusé très, très largement. Voilà. Donc, un petit peu de patience, ça va arriver. Alors, on a plein d'élèves qui nous ont posé aussi des questions diverses, notamment sur l'histoire romaine. Et on a Néline qui a posé une question très intéressante, donc qui est élève en CM2A à l'école Anatole France et qui dit « Pourquoi les Romains avaient-ils des surnoms ?» Alors oui, alors là, on revient effectivement sur l'histoire de Narbonne et de ses habitants. Et donc les Romains, effectivement, les citoyens romains adoptaient trois noms. Donc c'est le tria nomina. Ils avaient le prénom, le nom et le surnom. Et le surnom permettait en fait de distinguer les membres d'une même branche familiale, puisqu'ils s'héritent. C'est pas forcément un surnom qui est lié à une personne. On l'hérite de nos ancêtres. Et alors, ce qui est assez rigolo sur les surnoms, c'est qu'ils permettent de focaliser de mettre en valeur une particularité par exemple physique d'un ancêtre. Par exemple, Aenobarbus, le fameux fondateur de la Via Domitia, de la voie de Domitienne, qui s'appelle Cneus Domitius Aenobarbus. Aenobarbus veut dire à la barbe d'airain, donc sans doute qu'il avait une barbe rousse. On a aussi d'autres surnoms qui, par exemple, sont Flavius, blond, ou alors un autre qui est assez rigolo, Cicéro, pois chiche, qui peut peut-être évoquer une verrue. Alors, Imad, en 6e 3, nous dit « Mais des élèves de 6e seront-ils invités à l'ouverture du musée ?» Oui, bien sûr, vous serez évidemment invités à l'ouverture du musée. Les élèves du collège Victor Hugo en particulier, puisque on a mené un projet de longue date depuis le chantier des collections, justement le chantier de déménagement des œuvres. Il y a des collégiens qui ont suivi ce chantier et qui ont même filmé des images des blocs de pierre qui étaient à l'église Lamourguet et qui sont arrivés au musée, et entre deux qui ont été restaurés, qui ont été nettoyés. Donc ça va faire l'objet d'une projection et qui va être proposée dès l'ouverture du musée, dès le moment d'ouverture du musée. Tout le monde pourra découvrir ce chantier qui a été filmé par les élèves du collège. Et puis évidemment, vous allez pouvoir raconter aussi le Capitole, puisque vous le connaissez bien, du fait qu'il est sous votre collège. Donc on va vous proposer aussi d'interagir avec le public du musée pour que vous puissiez diffuser vos connaissances auprès des publics. Et enfin, on a Mélina en 6e 2 qui nous demande « Mais pourquoi voulez-vous travailler dans un musée ?» Alors, c'est une bonne question. Le fait de travailler dans un musée, ça permet de transmettre et de partager l'histoire. Alors là, on a une histoire qui est romaine, mais voilà, on va avoir une histoire plus globale de la ville. Et puis, de s'intéresser à son passé, ça permet d'avancer ensemble, de faire société. C'est aussi inventer des formes de visite, des formes d'ateliers qui peuvent plaire à tout le monde et qui peuvent attirer des gens qui n'auraient pas forcément envie ou l'idée de venir au musée. Donc on va aussi essayer d'aller chercher des gens, que ce musée soit un lieu de vie pour tout le monde. Voilà. Eh bien, écoute, nos questions... Donc on a terminé cette présentation et on espère que bientôt vous pourrez venir visiter en vrai le Narbovia.